Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce dimanche, le 19 avril 2026. On commence notre émission tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec le président libanais Joseph Aoun. Au cours de cet échange, le président el-Sisi a salué l'annonce du cessez-le-feu au Liban, appréciant les efforts déployés par l'État libanais pour étendre l'autorité des institutions nationales sur l'ensemble du territoire libanais. Le président el-Sisi a par ailleurs présenté les efforts de l'Égypte pour soutenir le Liban et le tenir à l'écart des transferts et crises régionales actuelles, affirmant la condamnation totale par l'Égypte de toute atteinte à la sécurité, à la souveraineté du Liban et aux capacités de son peuple. De son côté, le président libanais Joseph Aoun a exprimé sa reconnaissance pour la position constante de l'Égypte en faveur du Liban et de son peuple, remerciant le président el-Sisi pour son soutien continu. Les deux présidents ont convenu de renforcer la communication et la coordination entre les deux pays dans la période à venir. Et en marge du forum diplomatique d'Antalya, en sa 5e édition, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelghati s'est entretenu samedi 18 avril avec le président somalien Hassan Sheikh Mohammed, conformément aux orientations du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Abdelghati a exprimé le rejet ferme de toute mesure unilatérale portant atteinte à la souveraineté de la Somalie, condamnant notamment la reconnaissance par Israël de l'entité dite Somaliland et la nomination d'un envoyé diplomatique, des actions jugées contraires au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux principes de l'Union africaine. Abdelghati a par ailleurs souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre son soutien global à la Somalie, notamment dans les domaines politiques, militaires, sécuritaires et humanitaires. Il a rappelé que la stabilité dans la Somalie constitue un enjeu majeur pour la sécurité de la Corne de l'Afrique en raison des liens étroits entre la sécurité nationale et des deux pays. De son côté, Hassan Sheikh Mohammed a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant de l'Égypte, réaffirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale afin de servir les intérêts des deux peuples et de promouvoir la stabilité régionale. Et les ministres des Affaires étrangères de la Somalie, du Soudan, de la Libye, de l'Algérie, d'Arabie Saoudite, de Palestine, de Turquie, du Koweït, de la Jordanie, de la Mauritanie, d'Oman, du Pakistan, d'Indonésie et du Bangladesh ont fermement condamné l'annonce israélienne de nommer un représentant diplomatique auprès de ce qu'on appelle le Somaliland. Dans une déclaration commune, les pays ont affirmé le rejet total de toute tentative d'accorder une reconnaissance diplomatique ou politique à toute partie de la Somalie et ont affirmé leur soutien indéfectible à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de la Somalie. Les ministres des Affaires étrangères ont affirmé dans cette déclaration commune que l'action israélienne contredit explicitement le droit international, y compris la Charte des Nations Unies et les principes fondateurs de l'Union africaine. Et lors d'une rencontre à Antalya, en Turquie, entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, et Mme Suzanne Raab, qui est directrice exécutive de l'ICMPD, l'Égypte a réaffirmé son rôle central en Afrique pour une gestion globale et équilibrée des migrations. Pour plus de détails, voici un commentaire. Face à des dynamiques migratoires de plus en plus complexes en Afrique, marquées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique, la question de la migration et de l'asile s'impose comme un enjeu stratégique majeur pour les États africains. C'est dans ce contexte que s'inscrit la rencontre tenue à Antalya entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Badr Abdelghati, et Suzanne Raab, directrice exécutive du Centre international pour le développement des politiques migratoires. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération internationale face à l'augmentation des flux migratoires.
Le chef de la diplomatie a insisté sur la nécessité d'adopter une approche globale et équilibrée, intégrant à la fois les dimensions sécuritaires, humanitaires et de développement. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Égypte à jouer un rôle actif dans la gouvernance internationale des migrations, en coordination avec ses partenaires africains et internationaux. De son côté, Suzanne Arab a salué les efforts de l'Égypte, notamment son initiative d'organiser une réunion ministérielle des pays africains leaders dans la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dans le cadre des préparatifs du forum d'examen des migrations internationales prévu à New York. Sur le terrain, l'Égypte poursuit une stratégie intégrée visant à lutter contre la migration irrégulière, à soutenir le développement dans les pays d'origine et à renforcer la coopération régionale. Elle s'impose ainsi comme un acteur clé en Afrique, œuvrant à une gestion durable et coordonnée des flux migratoires. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous rejoint via le téléphone Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Samir, premièrement, quand on parle de l'Égypte, comment l'Égypte parvient-elle à s'imposer comme acteur clé en Afrique dans la gestion des migrations face à des défis de plus en plus complexes dans la région? Bien sûr, l'Égypte, il s'impose progressivement comme un acteur central pour plusieurs raisons. D'abord, la position géographique de l'Égypte, stratégique. Oui, certainement. C'est un carrefour entre l'Afrique et le Moyen-Orient, et en Europe aussi, notamment via la Méditerranée, bien entendu. Le rôle d'Égypte transite aussi de l'accueil entre les pays. Elle héberge déjà des centaines, des milliers de réfugiés. Donc l'Égypte, avec une diplomatie très active, elle peut aussi participer, avoir un rôle clé pour résoudre ce problème. Et l'approche aussi sécuritaire d'Égypte. Donc il y a toutes ces raisons et met l'Égypte en position très confortable et lui donne un peu une dimension internationale pour rester au cœur de tous ces conflits. Donc, de toutes les façons, approche globale défendue par l'Égypte et dans les domaines, bien entendu, humanitaires, sécuritaires et géographiques. Tout ça, ça donne, voilà. Parfait. Dans quelle mesure les tensions dans le détroit d'Ormuz entre États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté peuvent-elles aggraver les pressions économiques déjà liées aux flux migratoires en Afrique? Bien sûr. Donc cette tension dans la crise actuelle, on le trouve assez remarqué. Oui. Et qui peut permettre aussi d'augmenter aussi les prix d'énergie, d'accroître le coût de transport et de l'importation en Afrique, et fragiliser l'économie aussi, déjà dépendante des importations énergétiques. Cela peut indirectement aggraver, bien entendu, le chômage, le coût de la vie, et ainsi de suite. Donc, tous ces facteurs-là, l'immigration économique, qu'on appelle, voilà. Donc, on peut établir un lien entre ces crises géopolitiques et tout ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz et cette crise entre États-Unis et Iran, bien entendu. Peut-on établir un lien direct entre les crises géopolitiques comme celle d'Ormuz et l'augmentation des mouvements migratoires sur le continent africain? Oui, on peut établir, mais ne pas trop simplifier les choses, parce qu'il n'existe pas de lien direct et automatique. Mais plutôt, pas une cause, mais des liens de circonstances, soi-disant. Vous m'entendez? Oui, voilà. Oui. C'est une crise géopolitique, choc économique, inflation, énergie, fragilisation sociale, augmentation des parts majoritaires et d'autres facteurs restent aussi souvent plus déterminés. Les conflits locaux, la gouvernance, le changement climatique, tous ces facteurs qui participent. Enfin, l'Afrique, donc de cette manière-là, l'Égypte peut rester quand même
un peu établir des liens entre cette crise et la position dont on a soulevé à l'instant. On parle toujours que l'alliance fait la force. Alors, est-ce que l'Afrique peut-elle construire une réponse collective efficace face à ces défis combinés ou restera-t-elle dépendante des dynamiques internationales? L'Union africaine pousse vers plus de coordination, mais il y a plusieurs obstacles. Il faut souligner quand même, persiste. Le manque d'intégration politique réelle et l'intérêt national divergent. Donc les intérêts ne sont pas les mêmes de tous les pays d'Afrique. Et puis dépendance financière aussi, extérieure. Donc on a plusieurs... cela dit qu'il existe des dynamiques positives aussi. Les accords régionaux, les initiatives de libre circulation, la coopération sécuritaire croissante. Donc tous ces facteurs-là en réponse collective, mais l'Afrique restera quand même en partie influencée par les dynamiques internationales. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Parfait, Monsieur Samir, Dr Samir Soleiman, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à ce commentaire. La montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran ravive les inquiétudes autour du détroit d'Ormuz, un passage clé pour l'énergie mondiale avec des répercussions directes sur les économies africaines. Pour plus de détails, voici un commentaire. La situation reste extrêmement volatile dans le détroit d'Ormuz, point névralgique du commerce énergétique mondial. Ce corridor stratégique, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, est de nouveau au cœur des tensions entre Washington et Téhéran. Vendredi, le président américain a menacé de maintenir le blocus des ports iraniens, l'absence d'un accord, laissant planer l'incertitude sur la poursuite du cessez-le-feu. En réponse, l'Iran a annoncé le rétablissement d'un contrôle strict du territoire, accusant les États-Unis de violer leurs engagements et de mener des actions assimilées à la piraterie. Cette escalade ravive les craintes sur la sécurité des flux énergétiques. La restriction du passage maritime entraîne déjà une hausse des prix du pétrole, ainsi qu'une instabilité accrue des marchés internationaux. Pour l'Afrique, les conséquences sont immédiates. De nombreux pays du continent dépendent fortement des importations de produits pétroliers. Toute perturbation dans le détroit d'Ormuz se traduit donc par une augmentation des coûts du carburant, du transport et de la production. Cette pression énergétique alimente également l'inflation, en particulier sur les produits alimentaires et les biens de première nécessité, aggravant les difficultés économiques dans plusieurs pays africains déjà fragiles. Les économies africaines fortement intégrées au commerce mondial se retrouvent ainsi exposées aux chocs extérieurs. Dans ce contexte, l'instabilité persistante dans le détroit d'Ormuz illustre la vulnérabilité de l'Afrique face aux tensions géopolitiques mondiales et souligne l'urgence de renforcer la sécurité énergétique et de diversifier les sources d'approvisionnement.
Et chers téléspectateurs, face à la fragilité de ces circuits d'approvisionnement en carburant, la République de Centrafrique se tourne vers la République du Congo pour diversifier ses routes énergétiques et réduire sa dépendance au corridor camerounais. Pour plus de détails, voici un commentaire. La République centrafricaine explore de nouvelles solutions pour sécuriser ses approvisionnements en hydrocarbures, dans un contexte marqué par une forte dépendance logistique. Des discussions ont eu lieu entre le ministre centrafricain des hydrocarbures et son homologue congolais autour de la mise en place d'un corridor énergétique reliant le port de Pointe-Noire à Bangui. Ce projet vise à établir un dispositif structuré pour la réception, le stockage et l'acheminement des produits pétroliers depuis la façade atlantique jusqu'au marché centrafricain. Les deux parties ont engagé leurs équipes techniques afin de définir les modalités opérationnelles et garantir un transport sécurisé et efficace. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de diversification, alors que plus de 80% des importations centrafricaines transitent actuellement par le corridor Douala-Bangui, considéré comme un axe vital mais vulnérable. Cette dépendance expose le pays à des perturbations logistiques et à des coûts de transit élevés. La Centrafrique n'est pas un cas isolé. D'autres pays enclavés d'Afrique centrale, comme le Tchad, cherchent également à diversifier leurs accès aux ports maritimes en explorant des partenaires avec plusieurs États côtiers. Cependant, la mise en œuvre de ces alternatives reste confrontée à des défis majeurs, l'éloignement géographique, les coûts logistiques élevés et la nécessité de traverser plusieurs pays imposent la conclusion d'accords de transit solides pour assurer la viabilité de ces corridors. Dans ce contexte, le projet entre Bangui et Brazzaville illustre une tendance régionale vers la reconfiguration des routes énergétiques dans le but de renforcer la sécurité d'approvisionnement et de réduire la vulnérabilité économique des pays enclavés. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et bon suite de programme. Au revoir.